Première grande réforme sociétale de François Hollande, le mariage homosexuel. Il faisait partie des promesses de campagne du candidat socialiste. Un projet de loi sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres et il suscite bien déjà le débat en France. Un débat très clivant, la droite est contre et appelle à une grande concertation. L'opinion française, elle est plutôt favorable, même si en un an, on le verra, l'adhésion au mariage gay recule. Alors, être contre le mariage homosexuel, est-ce être réac? N'est-il pas en phase aujourd'hui avec l'évolution de notre société? Se pose évidemment la question de la filiation et de l'homoparentalité. On va en parler ce soir. Les enfants de couples homosexuels peuvent-ils se construire de la même manière que ceux de couples hétérosexuels? Eh bien, on en débat ce soir avec Caroline Mécari. Bonsoir. Vous êtes avocate, présidente de la Fondation Copernic, qui est une fondation qui travaille sur les sujets sociétaux et notamment vous avez travaillé évidemment sur le mariage homosexuel et sur l'homoparentalité. Pour rentrer tout de suite dans le débat, vous êtes pour. Xavier Lemoine, bonsoir. Vous êtes membre de l'UMP, du Parti chrétien-démocrate, également de Christine Boutin, maire de Montfermeil. Et vous, eh bien, tout comme Christine Boutin, vous êtes complètement opposé au mariage homosexuel et à l'homoparentalité. Serge Effès, bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous soutenez l'homoparentalité, vous nous expliquerez pourquoi. Selon vous, un enfant élevé par un couple homosexuel peut se construire sans avoir comme référent un père et une mère. Vous êtes par ailleurs l'auteur du nouvel ordre sexuel et c'est aux éditions Kéro. Christian Flavigny, bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous travaillez dans le même service, il faut le dire, que Serge Effès. Vous êtes directeur du département de psychanalyse de l'enfant à l'hôpital donc de la Pitié-Salpêtrière. Et vous, eh bien, vous êtes contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité. Vous nuancerez vos propos, mais vous êtes en tout cas pas tout à fait d'accord avec Serge Effès. Je dirais qu'elle n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, que la loi envisagée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Voilà ce que j'expliquerai. Vous nous le direz tout à l'heure. En tout cas, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Serge Effès. Alors, avant de commencer ce débat, vous avez deux ouvrages aussi à paraître. Je les annoncerai tout à l'heure. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter les réactions dans la classe politique, à droite et à gauche, à ce projet de loi, donc, qui, je vous le rappelle, sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. On écoute la réaction. Je parle d'une supercherie quand on laisse croire à des enfants que des personnes de même sexe peuvent être leurs parents. On sait très bien que dans le monde du vivant, la reproduction suppose deux sexes différents. Je rappelle quand même, il faut le rappeler, que l'Église catholique est toujours contre l'IVG, qu'elle est contre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elle était même contre le mariage civil, qu'elle est contre l'IVG, qu'elle est contre la contraception. Et donc, je suis choqué par cette attitude dont je pense qu'elle a à voir avec une espèce de retour vers un fondamentalisme qui me pose problème. Si on fait le mariage homosexuel, je le maintiens, on ira vraisemblablement vers la polygamie. Un couple d'hommes, s'il veut avoir un enfant, il ira à l'étranger, ou si la loi autorise la procréation médicalement assistée qui ira vers la gestation pour autrui, demandera un tiers. Et le tiers... il y a un moment où il demandera à avoir un droit de regard sur l'enfant. Xavier Lemoine, est-ce qu'être contre le mariage homosexuel, est-ce que c'est pas être réac, finalement, ne pas être en phase avec l'évolution aujourd'hui de notre société? Écoutez, chère madame, pour avoir la chance de connaître beaucoup de mes collègues de toutes sensibilités confondues, y compris à gauche, et même surtout à gauche, au regard des sujets que je traite habituellement, je peux vous dire que l'opposition au mariage homosexuel est partagée de la même manière par les maires de droite comme par les maires de gauche. Et en faire un cliché droite-gauche est un mensonge, et à telle enseigne que les députés socialistes ont demandé d'avoir la liberté de conscience lors du vote sur cette loi-là, et que ceci leur a été refusé. Et donc c'est pour bien dire que cette question-là taraude des gens bien au-delà des clivages politiques, bien au-delà des clivages philosophiques et bien au-delà des clivages religieux. Et c'est une vraie question fondamentale qui regarde tout le monde et vouloir compartimenter la contestation à tel ou tel segment, je dirais, de l'opinion est une erreur et un mensonge en plus. C'est bien plus vaste que cela. Voilà, mais si on va au-delà des clivages gauche-droite, est-ce que ce n'est pas ne pas être en phase avec la société? On voit aujourd'hui qu'il y a une diversification quand même des modèles familiaux, avec des familles qui sont aujourd'hui recomposées, où le mariage, en tout cas, n'est plus au centre de la famille. Vous venez de dire le mot, des modèles familiaux différents. Donc aujourd'hui, on est sur un certain type de modèle. Demain, on pourrait être sur d'autres types de modèles. Et donc, où ça commence, où ça s'arrête. Moi, je regarde seulement ce que l'ensemble, je dirais, des cultures, des civilisations et des époques a considéré
comme bénéfique pour la société la complémentarité entre un homme et une femme dans un engagement durable pour l'accueil et l'éducation des enfants. Si on sort de ce que, depuis les millénaires et tous les temps et toutes les latitudes, on a considéré comme bon pour la société, eh bien, je dis, il y a une grave transgression. Et cette grave transgression, elle mérite au minimum qu'on la décortique, qu'on l'analyse et qu'on puisse en débattre. Et le terme réac, je le récuse donc de ce fait-là. Caroline Mécari, est-ce qu'il y a une grave transgression dans le mariage homosexuel, comme vient de le dire Xavier Lemoine? Non, bien sûr que non. En réalité, le langage qui est utilisé par Xavier Lemoine est un langage catastrophique, c'est-à-dire qu'il appartient vraiment à cette sphère rhétorique des gens qui sont éminemment conservateurs. Ouvrir le mariage... Il est réac, donc. Oui, il est réac, je peux le dire, voilà. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le qualifierais. Mais c'est pas le débat, il s'en moque d'ailleurs. Oh oui. C'est pas le débat. Le débat, en fait, est de savoir dans quelle société nous avons envie de vivre. Est-ce que nous avons envie de vivre dans une société française qui met de côté 3,5 millions de ses citoyens en leur interdisant la possibilité de se marier, et de se marier civilement, non pas religieusement, et la possibilité éventuellement de donner une protection à leurs enfants. Voilà. Moi, je dis que dans la société qui est la nôtre, c'est-à-dire la République française, où le principe d'égalité est un principe fondamental, mais vraiment fondateur, qui remonte à la Révolution française, on doit traiter les citoyens de la même manière. Et mais ils ont le Pacs déjà Non, le Pacs, c'est tout à fait différent, parce que, en fait, le Pacs offre moins de droits et moins de devoirs. Or, lorsque l'on est hétérosexuel, on peut choisir entre mariage, Pacs et concubinage. Lorsque l'on est homosexuel, on ne peut choisir qu'entre le Pacs et le concubinage. Et la seule raison, c'est l'homosexualité. Or, aujourd'hui, je dis très clairement que, à partir du moment où la France a dépénalisé l'homosexualité en 1982, que depuis 1980... Ça ne date pas qu'il y a si longtemps, finalement. Oui, hein. c'est 82. mais c'est quand même il y a 30 ans. Et en termes d'évolution des familles, c'est un temps considérable. Et puis, depuis 1990, l'OMS a supprimé l'homosexualité des maladies. Et puis, en 1999, la France reconnaît le couple homosexuel puisqu'elle a permis son institutionnalisation au travers du Pacs. Donc la question fondamentale, c'est vraiment une question d'égalité de traitement. Et je sais que derrière moi, il y a 3,5 millions d'homosexuels français qui veulent simplement avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et c'est pour ça que c'est une revendication très marginale de la communauté homosexuelle. Très marginale. Pas. Mais arrêtez de dire que c'est marginal. Enfin, vous n'en savez strictement rien. La preuve, elle défile dans la rue. Vous l'avez vu à la Gay Pride. Et là, des images sont passées tout à l'heure sur votre émission. On voit des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont la particularité d'être homosexuels, mais ça n'est qu'une petite particularité, et qui disent simplement « nous en avons assez d'être mis sur le bord de la route, nous voulons simplement les mêmes droits et les mêmes devoirs ». Christian Flavigny, vous êtes pour le mariage homosexuel, vous êtes contre? Parce que tout à l'heure, vous me disiez, oui, mes propos sont plus nuancés, je ne suis pas contre, véritablement. Je pense que les lois qui concernent la famille doivent partir de l'enfant. Alors, parlons de cet enfant qui est élevé par des homosexuels. C'est un premier point, c'est ce qui motive, dit-on, le projet de loi. Moi, je dois tenir compte du fait que la question de cet enfant, ça n'est pas, comme on le prétend, un petit peu pour noyer la question, le fait qu'il soit auprès d'une union homosexuelle. C'est le fait que cet enfant se trouve privé d'avoir son père et sa mère. Or, tous les enfants savent que l'enfant naît de la rencontre d'un père et d'une mère, et tous les enfants y aspirent. C'est leur romance identitaire, c'est le fait que la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est le lien de l'incomplétude, et l'enfant aime bien venir de cette incomplétude qui se rencontre. Donc, j'ai à partir du fait que cet enfant se trouve privé d'une situation, et j'ai à l'aider à la surmonter, comme pour d'autres enfants, d'autres situations, bien sûr. Et ce que je constate, c'est qu'il est essentiel que l'enfant puisse bien distinguer le lien filial dans lequel il est avec son parent de la vie affective de ce parent. Il faut qu'il comprenne que c'est la vie affective de son parent qui a fait qu'il se trouve privé d'avoir son père et sa mère, que ce n'est pas de son fait à lui. Il y a une déception de cet enfant de ne pas avoir son père et sa mère. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce ne soit pas une déception de lui-même. Et donc, qu'il puisse à ce moment-là comprendre que la situation vient de ce qui s'est passé, de ce qui se passe de la vie affective de l'adulte qui est son parent, mais pas de lui-même. À ce moment-là, que l'enfant puisse se repérer dans ce qui a fait sa situation, cette privation. Mais si les repères de notre société changent, finalement,
Est-ce que, vous voyez, si les repères Non, avec attendez. les années... Je voudrais juste Il y a pas de rebondir repères. quand même. Les repères de notre société, ils ne changent pas, madame. Si, les repères de notre Mais société non. changent. Il y a 50 Non. ans, la société n'est plus la même qu'aujourd'hui. Je voudrais Caroline rebondir Mécari. sur ce que vous venez de dire, en fait. En fait, vous parlez d'un postulat qui est faux. Je vais vous dire pourquoi il est faux. Parce que vous partez de l'hypothèse que l'enfant a un père et une mère. Or, les enfants qui sont voulus et qui sont élevés par deux femmes, par exemple, son histoire, dès l'origine, c'est qu'il a sa mère et la compagne de sa mère. Et contrairement à ce que vous dites, il ne ressent pas le manque de ne pas avoir de père, parce qu'il n'a peut-être pas de père, mais il a la compagne de sa mère. Et c'est ça, son histoire. Et quand vous dites « je voudrais voir l'intérêt de l'enfant », ce que vous oubliez, c'est que cet enfant, sur le plan juridique, il n'a qu'un seul parent qui lui transmet son nom, qui lui transmet son patrimoine et qui exerce l'autorité parentale. Alors que les enfants qui sont élevés dans des couples hétérosexuels ont deux parents sur le plan juridique. Et les deux lui transmettent le nom, et les deux lui transmettent le patrimoine, et les deux exercent l'autorité parentale. Et venir permettre à cet enfant de pouvoir être adopté par la compagne de la mère, ce n'est pas lui mentir, ce n'est pas lui faire croire qu'il est né de ce couple de femmes, c'est simplement lui accorder la protection légitime de la loi. Je pourrais répondre peut-être? Oui, Je pourrais peut-être dire quelque chose, un mot quand même à si vous Serge permettez. Effès, et ensuite vous allez répondre. Serge Effès, tout d'abord, est-ce que vous êtes pour le mariage homosexuel? Oui. Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer? Écoutez, Pour les mêmes raisons que Caroline Mécari? mais bien évidemment, et aussi pour les raisons que je suis pédopsychiatre comme Christian Flavigny et que je suis confronté depuis 20 ans à cette situation d'homoparentalité. Parce qu'il y a quelque chose qui me confond dans ce débat à l'heure actuelle, c'est que c'est comme si on partait d'un temps zéro où rien n'existait et que tout à coup, on allait autoriser l'homoparentalité et que des enfants allaient éclore dans des contextes homoparentaux alors que jusque-là, ça n'existait pas et qu'on allait les observer. C'est pas du tout ça qui se passe. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y a des familles homoparentales, qu'il y a des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels d'hommes et de femmes, et que ces enfants ont grandi et qu'ils ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, et qu'eux-mêmes sont en train de fonder des familles. Et que rien ne permet de dire aujourd'hui que ces enfants-là vont mal, comme le soutient Christian Flavigny, et qu'ils vivent dans un manque ou dans une errance. Mais si, Christian, vous dites très exactement que ces enfants sont... Dans une mésestime d'eux-mêmes, qu'il faut protéger ces enfants par rapport à ces contextes-là. Or, ce que me montre et ma clinique, d'une part, auprès de ces enfants et de ces familles, et des centaines d'études qui ont été faites. Il n'y en a quasiment pas en France, c'est quasiment pas étudié. Mais il y a des centaines d'études qui sont faites dans le monde entier, depuis plus de 20 ans, sur ces contextes-là, et qui étudient de près ces enfants. Ils sont surétudiés, ces enfants. Eh bien, ils n'ont rien de différent des autres, que ce soit en termes d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle, d'identité tout court. Mais sur le référent, Serge Effès, on dit que la mère a une place très importante dans la vie de l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. Par exemple, pour un enfant qui est élevé par 2 hommes, est-ce que... Non, mais je vous pose la question, est-ce que l'absence de la mère ne pose pas un problème? Un enfant, il a besoin de parents qui exercent des fonctions auprès de lui, qui sont des fonctions paternelles et des fonctions maternelles. Les fonctions maternelles, on doit mettre aujourd'hui beaucoup de guillemets autour du terme de fonction maternelle, c'est le nourrissage, c'est le lien affectif, c'est le lien émotionnel, c'est tout le caring de cet enfant. Et est-ce qu'un homme peut apporter ça de la même manière qu'une femme? Mais non seulement un homme peut l'apporter, mais pas seulement dans un contexte homoparental. Dans l'évolution de la famille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tous les papas savent bien, parfois il y a des papas qui ont des femmes qui travaillent et qui passent toute leur journée auprès des enfants parce qu'eux-mêmes sont sans travail ou parce qu'ils ont fait le choix, et ils sont de plus en plus nombreux dans les pays nordiques, à faire le choix de s'occuper d'un enfant pendant que leur épouse va travailler. Eh bien, ces pères-là, ils fournissent à ces enfants toute la qualité des soins maternels dont ont besoin ces enfants, tout en étant des hommes et sans qu'il y ait la moindre confusion pour eux sur leur identité sexuée. Ce sont des hommes, mais qui donnent cet amour et cette affection à leur enfant. Christian Flavigny, ce qui est incroyable, c'est que vous travaillez quand même dans le même service. Donc Oui. vous avez... Non, mais c'est quand même incroyable. Et donc, vous analysez des enfants, enfin, vous discutez avec des enfants qui vivent, qui sont élevés par des couples homosexuels, et pourtant, Oui. vous n'en tirez pas la même, la même analyse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le service dans lequel nous travaillons, c'est un service de psychiatrie de l'enfant dans lequel nous traitons des situations très graves. Il y a très peu de familles homoparentales. Moi, sur 20 ans où je suis dans ce service, j'ai peut-être vu 2 familles homoparentales qui sont venues à ma consultation de thérapie familiale. Les familles homoparentales, je les vois en privé à mon cabinet parce que c'est des familles comme les autres, qui ont des petits soucis et des petits bobos,
comme toutes les familles, un enfant qui réussit mal à l'école, un autre qui a tel ou tel problème avec le cannabis, par exemple, mais ce que rencontrent toutes les familles aujourd'hui. Alors là, on a un parfait discours sur ce qui se passe pour les adultes, le regard des adultes sur la situation. Et effectivement, on peut banaliser les choses, c'est ce que fait Serge Effès tout à fait admirablement, en disant bien sûr, un homme, une femme peuvent s'occuper. Bien sûr, s'il s'agit de la vie éducative, je dirais quotidienne, s'il s'agit d'emmener l'enfant à l'école et de le nourrir, à ce moment-là, qu'il y ait papa-maman, qu'il y ait deux papas, deux mamans, que cela n'a pas d'incidence. Bon. Ce sur quoi il y a une incidence qu'il faut prendre en compte, c'est sur la construction par l'enfant de son histoire. Vous faites le récit de l'histoire externe de l'enfant. Non, moi je fais le récit. Je fais le récit de la façon dont l'enfant construit son histoire. L'enfant, lui, il part d'un degré zéro de son histoire. Il a besoin de la construire. Il ne peut pas la construire à partir de quelque chose dont il sait que la relation ne porte pas sa venue au monde, l'union homosexuelle ne porte pas sa venue au monde. L'enfant sait que c'est inconcevable. Il a besoin de comprendre pourquoi la vie affective de son parent l'a mis à l'écart du fait de pouvoir partager le désir d'enfant avec celui ou celle qui aurait été son deuxième parent. Il a besoin de construire cela et il a surtout besoin de se dégager du fait, je dirais, de la mésestime de lui-même qui se crée du fait de sa crainte, je dirais, de n'avoir pas mérité d'avoir son père et sa mère. C'est ça qui est l'enjeu essentiel. Ça peut être vrai aussi dans les divorces, par exemple. On le rencontre dans les divorces, on le rencontre beaucoup dans l'adoption aussi. Effectivement, ce type de situation crée chez les enfants. C'est pas la loi d'organiser la précarité familiale. Vous faites une confusion absolument incroyable. Ce n'est pas la loi d'organiser la précarité familiale. Le niveau du fait, vous parlez d'un enfant fantasmatique. J'ajoute, si je peux parler un petit peu, que d'une part, la situation, ça, ce sont les faits. Moi, j'ai à aider cet enfant à construire, en effet, lorsque je reçois une famille, mais ce que je dis, c'est que la loi va créer un droit de priver un enfant d'avoir son père et sa mère. Et cela, je pense que c'est quelque chose qui mérite vraiment un vrai débat parce que c'est une privation essentielle pour un enfant. Vous permettez un tout petit mot, oui, en droit, parce qu'on fait une petite pause et on prend les débat. De même qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, il n'y a pas de droit à avoir un père et une mère. Ça ne relève pas du droit. Ah bon. C'est du fait. Oui, monsieur, c'est du fait. Oui, c'est une donnée de nature, me semble-t-il, qui est très largement supérieure à la loi. La nature n'est pas le droit. La nature n'est pas le droit. La nature n'est pas le droit. La loi est au service de la nature. Non. Et si vous mettez... non, absolument pas. Oui, je suis vraiment... Je vais vous donner un exemple. L'adoption par une personne célibataire, ce n'est pas la nature. L'accouchement sous X qui aboutit à effacer la femme qui a accouché de l'acte de naissance. Qui permet à une personne de ce n'est vivre, pas la nature. malgré les conditions difficiles. Le droit est une création. Voilà. C'est un choix politique. Et pour l'adoption des personnes célibataires, c'est après-guerre que c'était décidé dans un cas très précis. Mais si. Je suis en train de vous dire que le droit n'est pas la nature. Le droit est là pour civiliser la nature. Oui. Ce n'est pas exactement la même chose. La nature, c'est papa et une maman. Et là, vous les privez délibérément. Ça n'est pas le droit. Vous les privez délibérément. Mais enfin, pour l'enfant, c'est la rencontre d'un désir paternel et d'un désir maternel. Et effectivement, s'il n'y a pas cette rencontre portant sa vie affective, à ce moment-là, l'enfant a besoin de comprendre. Vous êtes dans une simplification qui ne correspond en rien à la façon dont un enfant se développe et construit son roman familial. Aujourd'hui, les enfants sont dans des situations très complexes où ils ont à construire leur histoire et leur roman familial à partir la loi n'a de pas situations à complexifier les choses pour nous. Elle ne les complexifie pas. Mais c'est la réalité c'est ce qu'elle propose de faire. La réalité est là. On fait une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat qui est consacré donc ce soir au mariage homosexuel. Avec cette question, vous l'avez compris, faut-il ouvrir l'adoption couple homosexuel? Et on parlera également dans la deuxième partie du débat, faut-il donner aux couples homosexuels accès à la procréation médicalement assistée comme c'est le cas en Belgique. A tout de suite.